Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série qui, j'en suis sûr, vous réservera bien des surprises. Frissons, frayeurs et mystères garantis. Au menu, 2 histoires stupéfiantes dont les héros sont des criminologistes, ces spécialistes de la police scientifique pour lesquels un fragment d'os, une larve d'insecte ou une goutte de sang deviennent plus parlants que les aveux complets des criminels. Automne 1986. Par une sombre journée pluvieuse, Elle Craft a rendez-vous avec le détective privé qu'elle a engagé pour enquêter sur les agissements de son mari. C'est bien ce que vous pensiez. C'est dans une voiture garée sur un parking que Elle Craft découvre en photo la preuve que son mari la trompe. C'est bien votre mari? Oui. C'est Richard. Elle Craft disparaît peu de temps après ce rendez-vous. En 1991, dans un club de tir de Dallas, un jeune spectateur très collé assiste à une compétition. Soudain, il s'écroule, foudroyé par une balle perdue. Voici comment la balistique, la télémétrie laser et les méthodes d'animation 3D sont parvenus à résoudre l'énigme de la balle magique. J'ai rencontré Elle Craft pour la première fois à l'automne 1986. Elle est venue me consulter pour discuter d'une possibilité de divorce. Elle s'inquiétait beaucoup de la tournure des événements. Elle avait peur que son mari se montre violent. Elle Craft est unanimement décrite comme la mère dévouée de 3 jeunes enfants dans un mariage malheureux. Elle avait de lourds soupçons sur la liaison de son mari. Elle se doutait même de l'identité de sa maîtresse, mais elle voulait une confirmation. Donc, nous avons décidé d'engager un détective privé pour prouver qu'il avait bien une liaison. C'était le cas typique du mari toujours absent, mentant sans arrêt sur ses activités. Et elle en avait assez. Lorsqu'elle fait appel au détective privé Keith Mayo, Elle Craft lui fournit une piste importante. Un numéro de téléphone qu'elle a repéré sur sa facture et qu'elle ne connaît pas. Je l'ai rencontré plusieurs jours après avoir surpris Richard en compagnie de sa petite amie. Je lui ai montré des photos montrant des marques d'affection entre les 2 amants. La femme embrassait Richard, lui tenait la main. Elle lui frottait le dos. C'était ce genre de photos. Elle s'est effondrée. Elle a pleuré au moins 5 à 10 minutes. Elle sanglotait sans pouvoir s'arrêter. En 86, Elle et Richard Craft sont mariés depuis 12 ans. Ils travaillent tous deux dans l'aviation. Elle est hôtesse pour la Pan Am, tandis que Richard est pilote chez Eastern Airlines. Il est également policier à temps partiel. Je le décrirais comme quelqu'un de très froid. Il avait un regard glacial. La relation des époux n'a rien d'affectueux. Et selon des amis du couple, Richard frappe parfois sa femme. Chère maman, me voici de nouveau à Londres. J'ai dit à Richard que je voulais divorcer. Je n'ai plus confiance en lui. Je t'embrasse. Elle. Après être allée voir son avocate pour demander le divorce, Elle se confie à des amis avec qui elle travaille. Je tenais à te dire que si jamais il m'arrivait quelque chose, il ne faudra surtout pas croire qu'il s'agit d'un accident. C'est plutôt inhabituel comme commentaire de la part de mes clients. Le 18 novembre 1986, Elle revient d'un vol en Europe. Sa meilleure amie la dépose chez elle. Elle est la dernière personne à l'avoir vue en vie. Quelques jours plus tard, Elle ne se présente pas au départ de son vol. Personne n'était prévenu. Préoccupée, ses amis appellent chez les Craft pour savoir ce qu'il en est. Richard explique qu'elle s'est rendue au chevet de sa mère souffrante au Danemark. Il donnera une version différente un peu plus tard. Sa femme serait en vacances avec une amie. En clair, ses amis me disaient qu'elle avait disparu et que ce n'était pas le genre de personne à faire une chose pareille. De plus, elle avait 3 enfants. Donc j'ai appelé Keith Mayo. J'ai tout de suite dit à Diane qu'à mon avis, on devait aller au commissariat signaler sa disparition. Et ils ne nous ont pas du tout écoutés.
Le détective privé décide donc de mener sa propre enquête. Sur ces images tournées par Kismayo, on voit la nounou à demeure évoquer une tache sur la moquette qu'elle a remarquée peu de temps après la disparition de L.E. Il y avait une tache noire? Oui, Selon vous, elle faisait quelle taille? à peu près comme ça. Comme ça? Oui, Et ça ressemble à une tache? oui, mais je sais qu'elle n'était pas là avant. Le fait que Richard ait changé la moquette de la chambre qui était neuve et qu'il ait refusé d'en expliquer la raison à la nounou était étonnant. Autres éléments suspects. Un grand congélateur qui a disparu du garage et un ticket de carte de crédit pour la location d'un déchiqueteur de grande dimension juste après la disparition. Est-il arrivé quelque chose à L.E.? Son mari est-il impliqué? Les policiers demandent à Richard Crafts de passer au détecteur de mensonges. On lui demande s'il a tué sa femme, s'il sait où elle se trouve, et enfin, s'il a engagé quelqu'un pour la tuer. Il a montré très peu de réaction. Rien dans son attitude n'indiquait qu'il mentait. Les policiers qui ont réalisé ce test ont conclu qu'il ne mentait pas quand il a répondu aux questions « Avez-vous tué votre femme? Savez-vous ce qui lui est arrivé et où elle se trouve ?» Bien que les tests au détecteur de mensonges ne constituent pas une preuve irréfutable, les résultats sont plutôt convaincants. Rien dans son histoire n'indiquait qu'elle aurait pu abandonner ses enfants. Si elle était en vie, je voulais la retrouver. Si elle était morte, je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Mettant en doute le résultat pourtant négatif du détecteur de mensonges, le détective Mayo relève des incohérences dans les propos de Richard Crafts. S'il n'a rien à cacher ou à se reprocher, pourquoi a-t-il multiplié les versions pour justifier l'absence de sa femme? À son voisin, il affirme que L.E. s'est rendu en Allemagne. À un autre, qu'elle séjourne aux îles Canaries en compagnie de sa meilleure amie. À la babysitter, il a dit que son épouse est au Danemark au chevet de sa mère malade. 3 explications contradictoires auxquelles s'ajoute un étrange comportement. Pourquoi, en effet, au moment précis où sa femme disparaît, Crafts se débarrasse-t-il d'une moquette neuve et d'un congélateur? Pour quel usage loue-t-il un déchiqueteur de grande capacité, comme le prouve le double d'une facturette de sa carte de crédit? Sachant par ailleurs que le suspect trompait sa femme, Mayo tente de convaincre la police d'ouvrir une enquête pour présomption d'homicide. Dans un premier temps, il se heurte à un refus. Pour les autorités, Crafts est un citoyen au-dessus de tout soupçon. Néanmoins, une chose intrigue bientôt les policiers. Pourquoi Richard accepte-t-il de travailler pour eux en qualité de supplétif, payé 7 $ de l'heure, alors que son salaire de pilote de ligne, cumulé à celui de sa femme, le place dans la catégorie des Américains les plus aisés du pays? Pourquoi prend-il des cours particuliers de procédure pénale? Pourquoi enfin s'est-il offert une puissante voiture, identique aux leurs, équipée d'une radio de gyrophare et d'une sirène? En attendant que les policiers se décident à intervenir, Mayo fouille la décharge où Crafts a prétendu avoir jeté la moquette qui recouvrait le sol de sa chambre. Et en triant des tonnes de détritus, il découvre un lambeau de couverture semblable à celle que possèdent les Crafts. Elle est couverte de taches. Persuadé qu'il s'agit de sang, le détective confie sa trouvaille au laboratoire scientifique de la police. La presse s'empare bientôt de l'affaire et accuse de laxisme les enquêteurs. Sous la pression, et bien que l'analyse démontre que les taches trouvées sur la couverture ne sont pas du sang, la police de Newton ouvre officiellement une enquête. Et le Crafts ne réapparaissant pas et sans la moindre piste, les enquêteurs font appel à leur arme secrète, un expert en criminalistique, le docteur Henry Lee. Le docteur Lee est le directeur du laboratoire de criminalistique du Connecticut et l'un des experts les plus respectés de cette spécialité. Son enquête débute en accompagnant les policiers lors de la perquisition chez les Crafts. Sur le matelas du couple, Lee découvre 5 taches minuscules à peine visibles à l'œil nu. Détiennent-elles la clé de l'énigme? Un test à l'orthotoluidine révèle rapidement que les fibres du matelas contiennent du sang. Un examen plus avancé permet aux scientifiques de découvrir qu'il s'agit de sang humain. Mais est-ce celui de L.E.?
Un test antigène révèle le groupe sanguin, O positif, comme la disparue. Les scientifiques établissent également qu'il ne s'agit pas de sang menstruel. C'était du sang circulant, ce qui signifie qu'un vaisseau sanguin a dû être endommagé pour donner ce résultat. Mais ce sang est-il récent ou se trouve-t-il là depuis des années? Pour répondre à cette question, l'équipe du Dr Lee a réalisé un test afin de localiser des marqueurs génétiques restant actifs dans du sang séché, et ce jusqu'à 13 semaines. Les marqueurs apparaissent sur ces bandelettes, ce qui prouve que le sang est récent. À ce stade, nous avons commencé à soupçonner qu'il y avait eu un crime dans cette maison. L'expert étudie alors l'angle et l'intensité des taches de sang. Conclusion, l'angle est de 10 degrés, ce qui signifie que le sang provient d'un individu penché à côté du lit ou agenouillé. Le liquide a été projeté à une vitesse moyenne, ce qui laisse supposer que la blessure a été infligée à l'aide d'un objet contondant. Les experts ont également retrouvé une traînée de 15 cm sur le côté du matelas. Les serviettes de toilette ont été lavées récemment, mais le Dr Lee les teste également à l'orthotoluidine. Les parties bleutées mettent en évidence la présence antérieure de sang. La question suivante s'impose, où se trouve le corps? Un cadavre ne disparaît pas, il doit être quelque part. Le cadavre n'est pas le seul élément manquant dans cette affaire. Il n'y a ni arme du crime ni témoin. Les enquêteurs doivent impérativement trouver de nouvelles pistes. Ils s'intéressent alors aux événements inhabituels qui auraient pu survenir au moment de la disparition. Ce qui les entraîne sur une piste digne d'intérêt. Il a neigé la semaine où Elle Craft a disparu. Un conducteur de chasse-neige affirme avoir vu un déchiqueteur sur un pont vers 3h30 du matin. Il aurait aperçu un homme portant une parka orange. 1 heure plus tard, il déclare avoir revu le même engin sur River Road. J'ai demandé à ce qu'on emmène le témoin à l'endroit exact où il avait vu le déchiqueteur. Durant la nuit du 18 novembre 1986, une violente tempête s'abat sur la ville de Newton. La neige tombe à gros flocons et la visibilité est presque nulle. Les rafales de vent ont brisé les branches des arbres, endommagé des poteaux électriques, neutralisant une partie du réseau. Et pour faire face à la situation et rétablir le courant, la plupart des employés municipaux ont été réquisitionnés. Parmi eux, Joseph Heine. Son témoignage va bientôt se révéler capital et relancer l'enquête sur la disparition énigmatique de Elle Craft. En effet, cette nuit-là, Joseph Heine aperçoit à 2 reprises un camion de location tractant une remorque sur laquelle est placé un gros broyeur de bois. Quand le cantonnier croise pour la seconde fois cet étrange équipage, il est 5h30 du matin. Installé face aux berges d'une rivière, le déchiqueteur fonctionne à plein régime. Un homme encapuchonné se tient à l'arrière et alimente la machine avec ce qui ressemble de loin à des bûches. La scène est suffisamment insolite pour que Joseph Heine en rende compte dès le lendemain à la police. En dépit des conditions météorologiques détestables, des enquêteurs détachés sur place ratissent les rives et des plongeurs sondent les eaux glacées de la rivière. Pour faciliter leur recherche, les vannes d'un barrage ont été ouvertes, quitte à provoquer une baisse de production de la centrale électrique locale. Tout au long des jours qui suivent, les policiers exhument une moisson d'indices, une macabre collection de minuscules fragments humains, une terrifiante récolte. 2660 cheveux blonds, 69 débris d'eau, 5 gouttes de sang, 2 dents, des morceaux de crâne, d'orteils, de doigts, un ongle vernissé et 85 grammes de chair humaine. Est-ce là tout ce qui reste du corps pulvérisé de Elle Craft? C'est ici, à l'endroit où la rivière Housatonic se jette dans le lac Zoar, que le témoin les emmène. La police fouille les berges, mais ne trouve que des copeaux de bois. Cependant, en examinant les copeaux de plus près, les enquêteurs découvrent un morceau d'enveloppe. Il s'agit d'un courrier adressé à Madame Elle Craft. Les preuves étaient sous nos yeux. Je n'en revenais pas.
Jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais pas vraiment demandé ce que le déchiqueteur venait faire dans cette affaire. Puis on a trouvé des cheveux, beaucoup de cheveux. Là, j'ai dit à mon chef, s'il a fait ce que je pense qu'il a fait, je crois qu'il est temps que je prenne ma retraite. La police passe des journées entières à retourner la terre le long des berges. Après l'enveloppe et les cheveux, les découvertes s'accumulent. Des fibres bleues, un morceau de métal gris, ce qui ressemble à de minuscules fragments osseux, mais ce n'est pas tout. Le soleil avait fait fondre la neige d'un mur, et au pied de ce mur, juste sur les feuilles, on a trouvé un ongle verni. Il est temps pour les plongeurs de passer à l'action. Dans la rivière, ils découvrent une tronçonneuse en pièces détachées dont le numéro de série semble avoir été effacé. Tous ces nouveaux indices sont transportés au laboratoire de criminalistique du Dr Lee. Une enquête implique un grand nombre de spécialités. C'est pourquoi nous avons appelé cela la criminalistique. L'équipe de l'éminent médecin légiste regroupe 27 experts et techniciens. Leur méthode est désormais reconnue et appliquée dans toutes les enquêtes criminelles complexes. Plus de 50 000 tests ont été menés sur ces indices qui ne pèsent pourtant pas plus d'une centaine de grammes. Si on rassemblait l'ensemble des preuves qui relient l'affaire à L. Crafts, tout cela rentrerait dans un petit sac en papier. L'affaire Crafts fait désormais la une de tous les journaux, même en Europe. Richard Crafts figure sur la liste des suspects, mais il continue de clamer son innocence en rappelant son passage réussi au détecteur de mensonges. Mais la police scientifique va peut-être nous révéler une toute autre version. Quand le Dr Lee convoque son équipe pour la première réunion de travail, il sait que l'ampleur de la tâche est considérable. Parvenir à identifier l'individu constituait déjà un défi. Les spécialistes commencent par examiner à la loupe chaque cran de la chaîne. Ils y trouvent des cheveux et tissus humains, ainsi qu'un minuscule fragment de fibre. C'était tellement petit que c'était à peine visible à l'œil nu. On l'a trouvé sur un cran de la chaîne. La fibre est dans les tons bleu-vert, la couleur de la chemise de nuit préférée de L. Crafts. Elle correspond à d'autres fibres de tissu retrouvées au bord de la rivière. Cependant, le numéro de série ayant été effacé, il semble impossible de retrouver le propriétaire de la tronçonneuse. N'y a-t-il vraiment rien à faire? On peut, grâce à une solution chimique, faire sauter les couches supérieures du métal qui ont été endommagées par l'eau ou bien par diverses tentatives pour effacer le numéro de série. La solution fait son effet. Le numéro de série est dévoilé. 5, 9, 2, 1, 6, 1, 6. Ce numéro est retrouvé sur la carte de garantie envoyée au fabricant par Richard B. Crafts. Ce lien avec le mari de la disparue nous a permis d'établir qu'il y avait sur cette tronçonneuse des cheveux et des tissus humains, ainsi que des fibres similaires à celles que portait habituellement L. Crafts. L'étape suivante consiste donc à découvrir à qui appartiennent les cheveux retrouvés sur la tronçonneuse et sur les berges. Chacun des 2660 cheveux est examiné au microscope. Beaucoup avaient été coupés, mais pas au ciseau. Appartiennent-ils à la disparue? Il a fallu qu'on trouve des cheveux à elle pour les comparer. On s'est donc servi de sa brosse à cheveux. Il y avait une caractéristique inhabituelle pour des cheveux. C'était une sorte de sillon longeant la longueur du cheveu. L'équipe du Dr Lee conclut donc que les cheveux retrouvés sur la tronçonneuse et à la rivière correspondent bien à ceux prélevés sur la brosse de L.E. Étape suivante, l'ongle verni au rouge vif. Un chimiste le compare au flacon de vernis retrouvé chez la disparue. Il en analyse tous les composants organiques. Ces diagrammes mettent en évidence la similarité entre les éclats de vernis sur l'ongle trouvés par la police et le flacon saisi chez les Crafts.
L'enquête du Dr Lee permet donc d'affirmer que les cheveux et l'ongle sont bien similaires à ceux de LE, mais il leur est toujours impossible de prouver qu'elle est morte. Le docteur Lee m'a appelé pour me demander de venir examiner ce qu'il pensait être des fragments d'ossements. Il voulait savoir si je pouvais l'aider à les identifier. Le Dr Lee pense que les morceaux retrouvés sur les berges sont passés par le déchiqueteur loué par Richard Crafts. Il décide donc de faire de même. Il loue la même machine pour se livrer à un test. Les images que vous voyez ont été filmées lors de ce test. Les experts font passer un cochon dans le déchiqueteur, cet animal ayant été choisi pour ses similarités avec l'homme en termes de peau et d'os. Le Dr Lee constate que l'engin produit une sorte de signature sur les débris, un signe distinctif qui colle avec les indices retrouvés à la rivière. Ce qu'on m'a demandé d'examiner, ce sont de minuscules fragments d'os qui mesuraient à peine quelques millimètres. Parmi ces débris, j'ai réussi à identifier clairement certains ossements d'origine humaine. Le docteur Harper passe les indices au spectrographe et y décèle d'infimes rainures qui mènent à une autre découverte. Les sillons ont été formés par des vaisseaux sanguins présents au sommet du crâne, une caractéristique physique que seuls les humains possèdent. Le spécialiste identifie également des fragments provenant du côté du crâne. D'un point de vue médico-légal, ce sont les plus importants. Si la fracture est en biseau, cela signifie que l'impact vient de l'intérieur. Et on sait que la puissance de l'impact a été considérable. Mais on ne sait pas si c'est ce qui l'a tuée. On ne sait pas si elle était déjà morte avant l'impact, mais en tout cas, il est certain qu'après, elle l'était. Maintenant, on sait qu'un être humain est décédé. Question suivante, qui est-ce? Le docteur Harper introduit alors les fragments osseux dans une solution nitrique. Il les réduit ensuite en une fine poudre. Les analyses révèlent que ces fragments proviennent d'un individu de groupe sanguin O positif, le groupe de LE Crafts. Enfin, le Dr Lee porte son attention sur le dernier indice, un morceau de métal qui semble être une couronne dentaire. Il n'y avait aucun reste humain sur cette couronne. C'était un indice inexploitable pour identifier le corps. Le Dr Lee demande donc au Dr Karazulux de se rendre sur les berges de la rivière. Le dentiste se livre à des fouilles 5 jours durant. Résultat, une nouvelle découverte. Cela faisait peut-être 8 heures que j'étais sur la scène du crime. À un moment, j'ai glissé et je suis tombé dans un ruisseau. Pour m'essuyer, j'ai frotté mes mains au-dessus du seau dans lequel j'avais mis les indices. De retour dans la tente, j'ai vidé le contenu du seau, je suis allé me laver les mains et j'ai vu la dent. Mais cette dent appartient-elle à LE Crafts? Grâce aux radios prises entre 1982 et 1986 à peu près, j'ai pu établir que ces dents appartenaient bien à la disparue. Pour moi, il ne faisait aucun doute que ces dents provenaient de la bouche de LE Crafts. L'équipe de criminalistique a enfin une preuve de l'identité du cadavre. Ils nous ont dit qu'ils avaient identifié une dent de LE Crafts et qu'elle avait été violemment arrachée de sa bouche. Et rappelez-vous qu'on a déjà un crâne très endommagé dans les indices. Donc pour nous, la conclusion s'est imposée. LE Crafts était morte. Sur la base des preuves rassemblées par les experts en criminalistique, Richard Crafts est arrêté et inculpé du meurtre de sa femme. 2 mois à peine après la disparition des LE Crafts, le procureur dispose dorénavant de suffisamment de preuves matérielles pour requérir l'arrestation de Richard Crafts, qu'il soupçonne bien sûr de l'homicide de sa femme. Le 11 janvier à 21h, des policiers encerclent sa maison et lui ordonnent par téléphone de se rendre. Laconique, Crafts répond qu'il se sent fatigué, qu'il s'occupera plus tard de cette affaire. Le sachant seul, en compagnie de ses 3 enfants, les policiers redoutent de provoquer un drame s'il donne l'assaut, alors il patiente. Un dialogue téléphonique fréquemment interrompu par Crafts excédé se prolonge par intermittence durant toute la nuit et les premières heures de la matinée. Enfin, à 12h30, Crafts se rend aux forces de l'ordre sans opposer de résistance. Lors de la perquisition de la maison, les policiers découvrent un véritable arsenal dont l'acquisition avait dû engloutir une bonne partie de l'argent du ménage. Des fusils d'assaut semi-automatiques,
des douzaines d'armes de poing de gros calibre, des carabines sophistiquées, des arbalètes, des grenades et des milliers de munitions, de quoi armer jusqu'aux dents une bonne 50aine de soldats aguerris. Mais qu'est-il arrivé à Hellecraft? En se fondant sur les preuves du Dr Lee, on peut esquisser un scénario vraisemblable. Le 18 novembre, la victime revient d'un vol en Allemagne aux alentours de 19h. Elle couche les enfants vers 20h. La nounou a pris sa soirée. Elle ne rentrera qu'à minuit. Avant de se coucher, Elle enfile sa chemise de nuit préférée, la bleue. Elle regarde son courrier, puis le glisse dans sa poche. Ensuite, elle commence à changer les draps. Tu sais quoi? J'en peux plus. Pourquoi tu t'en vas pas? T'as qu'à partir, toi. Toi, va-t'en. Fiche-moi la paix. Puis, tout se déroule très vite. Asséné avec une grande lampe torche, le premier coup l'a fait tomber à genoux. Le second fait gicler le sang qui est projeté sur le matelas à un angle précis de 10 degrés. En tombant, sa tête effleure le matelas, laissant la traînée retrouvée par le Dr Lee. Crafts enveloppe le corps dans la couette. Le transporte jusqu'au garage et place le cadavre de sa femme dans un grand congélateur. Le meurtrier tente de nettoyer le sang avec des serviettes qu'il lavera ensuite. Mais les experts retrouveront ces traces de sang. Marie-Thomas, la nounou, rentre aux alentours de 2h du matin. Elle va directement se coucher. Au lever du jour, Kraft emmène les enfants et la nounou chez sa sœur en prétextant que Elle est parti tôt. Marie, dépêche-toi! Il loue ensuite le plus grand déchiqueteur qu'on lui propose, ainsi qu'un camion, et règle avec sa carte de crédit. Plus de 24 heures plus tard, le corps de Elle est complètement congelé. Il transporte le cadavre ainsi que la tronçonneuse et du bois jusqu'à la rivière. Le conducteur du chasse-neige aperçoit le déchiqueteur sur le pont aux alentours de 3h30 du matin, puis au bord de la rivière 1 heure plus tard. À l'aide de la tronçonneuse, Kraft découpe le cadavre de son épouse et fait passer les morceaux avec du bois dans le déchiqueteur. Il n'y a aucune trace de sang puisque le corps était congelé. Le plus gros des déchets atteint la rivière, excepté une petite partie qui atterrit sur la rive. La lettre que la victime a mise dans sa poche est restée quasiment intacte malgré son passage à travers le déchiqueteur. Avant de quitter les lieux, Kraft démonte la tronçonneuse, raye le numéro de série et la jette dans la rivière. Le meurtrier semble avoir été à un doigt d'accomplir le crime parfait. Ça s'est joué à rien du tout. À rien du tout. La clé dans ce genre d'affaires, c'est le travail d'équipe. Réunissez une bonne équipe et faites-la travailler ensemble. C'est incroyable. À quel point le corps humain conserve en lui son histoire. Le procès de Richard Kraft est retentissant. Durant 1 mois et demi, il mobilise à la barre une centaine de témoins auxquels s'ajoutent le docteur Lee, le dentiste criminologue, et un célèbre médecin légiste qui avait autrefois identifié les restes du nazi Joseph Mengele et apporté la preuve en 1985 que la dépouille qui reposait au mémorial de Washington depuis 22 ans était bien celle de John Kennedy. Cependant, en dépit des 650 pièces à conviction exhibées qui accablent le prévenu, un incroyable coup de théâtre se produit dans le tribunal. Il anéantit la famille de la victime et stupéfait les policiers qui ont enquêté sans relâche pendant 1 an et demi. Le 15 juillet 1988, au terme de 2 semaines de délibération, le jury se prononce pour un non-lieu, arguant d'une erreur judiciaire. L'estimant infondée, le juge casse cette décision. Il ordonne le maintien en détention du prévenu et fixe la date d'un nouveau procès. Et véritable répétition du premier, il se déroule 1 an et demi plus tard,
dans des conditions presque identiques. Mais cette fois, les jurés délibèrent en 8 heures et reconnaissent à l'unanimité Kraft coupable du meurtre de sa femme. Condamné à 99 ans de réclusion criminelle, il ne manifeste aucune émotion et clame son innocence. Il s'agit de la première condamnation pour meurtre sans cadavre dans l'État du Connecticut. On ne peut s'empêcher de penser que sans les multiples compétences des 27 experts de l'équipe du docteur Lee et les 50 000 tests réalisés sur le terrain et en laboratoire, faute de preuves et de cadavres, le sinistre Richard Kraft coulerait sans doute aujourd'hui des jours heureux en compagnie de sa maîtresse, car force est de reconnaître que, machiavélique et crapuleux, son crime était presque parfait. Restez avec nous, je vous retrouve tout de suite pour une seconde histoire, juste après la courte pause. La seconde histoire relate à la fois une tragédie individuelle et l'extraordinaire sophistication des moyens techniques mis en œuvre pour faire aboutir une enquête apparemment vouée à l'échec. Pour bien comprendre ce qui va suivre, j'aimerais vous rappeler qu'en vertu du 2e amendement de la Constitution américaine, les citoyens de ce pays sont autorisés, moyennant certaines restrictions, à posséder librement des armes. Au nom des 30 000 victimes tuées par balle chaque année, n'est-il pas temps d'abolir cette disposition? Aux États-Unis, le débat fait rage depuis des décennies et la question n'est toujours pas tranchée. Alors, pour ou contre la libre possession des armes à feu? L'affaire que je vous invite à regarder maintenant apporte des éléments de réponse et donne à réfléchir. Trey Collet, 14 ans. Un adolescent américain comme les autres. Trey fréquente le collège de Bowles à Arlington, au Texas. Il est scout, joue du violoncelle dans l'orchestre du collège et joue au baseball. À cet âge-là, un enfant a toute la vie devant lui. Le monde lui appartient. Trey aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Mais plus que tout, Trey aime passer du temps avec sa famille. Il est très proche de son père avec qui il s'entend à merveille. On faisait tout ensemble. Samedi 29 septembre 1991. Ce matin-là, Butch Collet se lève tôt, puis va réveiller Trey. Tous deux partagent la même passion pour le tir. Et Butch doit aller assister à une compétition en tant qu'arbitre. Trey a le choix entre continuer à dormir ou accompagner son père. Il choisit d'aller à la compétition. Trey a commencé le tir quand il avait 7 ans. Et ça lui plaisait. Il a abattu son premier chevreuil à 8 ans. Il voulait faire du tir en compétition. Il était plutôt doué. Une fois au club de tir de Dallas, Trey propose son aide en suggérant d'apporter les résultats officiels des arbitres au greffier. Entre chaque résultat, il reste dans le bâtiment, à l'ombre du soleil brûlant du Texas. Il est assis juste à l'entrée, à côté de 2 greffières, et juste derrière les compétiteurs qui utilisent des fusils à air comprimé. Soudain, des cris déchirent le silence. Trey Collet s'écroule sur le sol, du sang coule de sa tempe et sa casquette arbore un trou minuscule mais révélateur. Butch Collet est à l'extérieur du bâtiment, à quelques mètres de son fils quand il entend les cris. En 21 ans d'exercice en tant que gendarme, il a appris à gérer les urgences, mais rien ne l'a préparé au spectacle qui l'attend. Quand je suis arrivé près de lui, j'ai vu qu'il avait été touché par une balle. En prenant son pouls, j'ai compris que c'était grave. Quand j'ai vu Butch, je lui ai demandé pourquoi il était déjà de retour. Puis je lui ai demandé où était Trey. Et là, il m'a dit qu'il y avait eu un accident. Et moi, je pensais que Trey s'était peut-être coupé ou qu'au pire, il s'était cassé quelque chose. Alors je me disais que tout irait bien, qu'il se remettrait. Trey est transporté d'urgence au Parkland Memorial Hospital de Dallas. Il était étendu là et il respirait encore. Enfin, il était sous assistance respiratoire. Ses mains étaient encore chaudes. On aurait dit qu'il était juste endormi.
Trey décède 6 heures plus tard. Je voulais juste lui dire que j'étais très fière de lui et que je l'aimais de tout mon cœur. Mon fils unique. Mon meilleur ami, celui avec qui j'allais à la pêche, à la chasse. C'est tellement vide sans lui. Trey Colley était assis dans la zone de sécurité du stand de tir. Cet accident n'aurait jamais dû se produire. Pour l'inspecteur de police, Tom Pease, et l'enquêteur David Taylor, la tâche n'est pas facile. Il faut trouver d'où vient la balle qui a tué Trey Colley et déterminer si le tir était accidentel ou non. Butch Colley a travaillé pendant 20 ans en tant que gendarme. Ce tir serait-il l'œuvre de quelqu'un dont il se serait fait un ennemi pendant qu'il était en fonction? Ou la balle venait-elle de l'extérieur? D'un des autres stands de tir ou peut-être des voies de chemin de fer juste à côté, où on avait déjà vu des jeunes tirer sur les bâtiments du club? Le problème, c'était les dimensions de la scène de l'accident. Il ne s'est pas produit dans une maison ou un appartement, mais dans un stand de tir à l'extérieur de la ville, qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres. La balle qui s'est logée dans le crâne de Trey fournit quelques réponses, mais soulève d'autres questions. Elle a beau être petite, environ 1,5 cm de long, elle n'en a pas été moins mortelle. Larry Fletcher est l'expert en armes à feu qui a mené l'enquête balistique. La balle n'était pas abîmée. En fait, elle était même en très bon état. Larry mesure et pèse la balle, ce qui confirme qu'elle a été tirée par un pistolet de calibre 45. Ce n'est pas surprenant. Ce qu'il est, c'est que la balle soit encore en si bon état. Cela voudrait-il dire qu'il s'agit d'un tir direct et pas d'un projectile qui a ricoché? Voici à quoi ressemble une balle de calibre 45 après avoir frappé un mur en ciment. Elle est pratiquement broyée, surtout quand on la compare à celle qui a tué Trey Colley. L'aspect quasi intact de la balle pourrait être révélateur, mais il y a un problème. Ce n'est pas une balle de calibre 45 classique. Cette balle est en fait une munition rechargée. C'est de l'artisanal. Il ne s'agit pas de cartouches manufacturées. D'autres matériaux peuvent être ajoutés au plomb pour durcir cette balle, qui est ainsi beaucoup plus résistante au moment de l'impact. Mais qui peut fabriquer et utiliser ce type de balle? Butch Colley le sait. Les tireurs qui font de la compétition préfèrent amener leurs propres munitions rechargées, principalement parce que ça coûte moins cher. Ce jour-là, la plupart des compétiteurs dans les stands de tir extérieurs ont utilisé des munitions rechargées. Il y a donc peu de chances que la balle ait été tirée d'un autre endroit, comme des voies de chemin de fer. La police rassemble les armes et les munitions utilisées par les compétiteurs ce jour-là. Quand Larry Fletcher examine les balles utilisées dans les stands de tir extérieurs, il remarque encore autre chose. La charge de poudre était plus importante, ce qui augmente la vélocité de ce type de balle. Les compétiteurs augmentent la charge de poudre dans les balles, ce qui veut dire que ces dernières vont plus vite et plus loin que des balles calibre 45 ordinaires. Pour Larry, l'opération suivante consiste à retrouver le type de balle qui a tué Trey parmi la dizaine d'armes répertoriées. Comme les empreintes digitales pour nous, chaque arme a sa propre marque. Lors de la fabrication de l'arme, le procédé d'usinage du canon crée des rayures à l'intérieur, dont le motif est chaque fois différent. Chaque arme est donc unique. Lorsqu'une balle passe dans le canon, ce motif de rayures unique y laisse son empreinte. Si en examinant 2 balles, les enquêteurs y trouvent exactement la même marque, cela signifie qu'elles ont été tirées par la même arme. On va faire des séries de tests en tirant avec ces armes, puis comparer les résultats obtenus sur les balles avec celles récupérées à l'autopsie. Toutes les armes utilisées pendant la compétition sont testées. Les balles sont comparées à celles retrouvées dans le crâne de Trey Colley. Fletcher a du mal à établir une correspondance exacte, car le surplus de poudre a entraîné des températures très élevées au moment du tir, ce qui a fait fondre certaines des marques distinctives. Mais Fletcher remarque des traces de cire rouge sur la balle qui a tué Trey. Tous les compétiteurs ont utilisé une cire lubrifiante sur leur arme, mais une seule était de couleur rouge. Finalement, Larry Fletcher identifie l'arme qui a tiré le coup fatal. J'en étais pratiquement certain. Un compétiteur du nom de Dan Smith a utilisé ce pistolet le jour de la compétition.
Et il se trouvait sur le stand extérieur, juste derrière le bâtiment où se tenait Trey. Mais Smith a dit à la police qu'il n'a pas pu tirer ce coup fatal. Pour lui, tous ses projectiles avaient atteint leur cible. Il n'y avait eu aucune balle perdue. Mais pour Butch Coley, quelque chose cloche. Toute sa vie, il a été au contact des armes. Il a gagné de nombreux prix récompensant son adresse et son respect de la sécurité dans l'utilisation des armes à feu. Il sait que les stands de tir respectent des règles de sécurité et qu'aucun accident ne devrait s'y produire. Cette histoire n'a aucun sens. De fait, la police conclut à la mort accidentelle de Trey Coley. Le rapport balistique stipule que le coup fatal a été tiré d'un stand extérieur au cours de la compétition. Mais comment ? Le propriétaire de l'arme a affirmé n'avoir manqué aucun de ses coups, et le stand est conçu pour ne laisser échapper aucune balle perdue. Entre le bâtiment où se déroule le tir à air comprimé et le stand extérieur, se trouve une barrière appelée merlon. C'est un talus en terre d'environ 3,50 m de haut. Le merlon est situé juste derrière les cibles, dans l'éventualité où un tireur manque un coup, qui partirait à droite ou à gauche. Juste au-dessus des cibles se trouve un pare-balles, constitué d'une rangée de planches de bois pour arrêter les balles tirées trop haut. On trouve ensuite deux autres pare-balles, un situé à quelques mètres devant la ligne de tir et un anti-ricochet juste derrière. Ken Buster, consultant en sécurité, a des années d'expérience en tant que tireur et des connaissances spécifiques concernant les stands de tir. Entre le pare-balles anti-ricochet, le pare-balles standard et la hauteur du merlon, la majorité des balles perdues devraient être arrêtées. Pour tous ceux qui participent un jour à une compétition de tir sportif, c'est la sécurité qui doit primer. Et ce jour-là, quelque chose n'allait pas à ce niveau. Butch Coley se lance dans une véritable croisade pour découvrir la vérité. Il doit comprendre comment une balle a pu contourner les dispositifs de sécurité du stand de tir et causer la mort de son fils unique. Si toutes les règles de sécurité avaient été respectées sur le stand de tir, la mort tragique de Trey aurait-elle pu être évitée? Y a-t-il eu défaillance? Et laquelle? Se refusant d'envisager qu'il puisse s'agir d'autre chose que d'un accident, le père de la victime exige la vérité. Avant de découvrir la suite de l'enquête, sachez tout de même que statistiquement posséder une arme à feu chez soi augmente de 72% les risques de mort violente et triple le nombre des suicides. Pour cette affaire, on peut réellement parler de tragédie incompréhensible. C'est vraiment un enchaînement incroyable de coïncidences qui a entraîné la mort de cet adolescent. Butch Coley a engagé un avocat, Mike Schmidt, pour découvrir s'il y a bien eu une faille dans le système de sécurité et, le cas échéant, savoir où. Schmidt rassemble une équipe d'enquêteurs. Steve Irwin en est le premier membre. Technicien spécialisé dans la reconstitution d'accidents, il est chargé de créer sur ordinateur une modélisation en 3D du bâtiment et des stands de tir extérieurs. Grâce à la télémétrie laser, des appareils de mesure de précision et des logiciels informatiques de pointe, Irwin va dévoiler la trajectoire de la balle magique. Malheureusement, le point de départ est le moment où la victime a été tuée et on repasse progressivement la scène à l'envers. La police a déjà relevé de précieux indices. Un des murs du bâtiment où se font les tirs à air comprimé côté extérieur est criblé d'impacts de balles tirés d'angles différents. Parmi tous ces impacts, Irwin doit découvrir lequel a été laissé par la balle mortelle. La police a également trouvé des impacts de balles à l'intérieur du bâtiment, dans un panneau sheetrock protégeant une installation d'éclairage et dans un mur séparant le bâtiment d'un petit entrepôt adjacent. Une balle a également laissé une éraflure dans un panneau du plafond. Grâce à la télémétrie laser, Irwin retrace la trajectoire de la balle. Elle part de l'endroit où était assis Trey et passe par le panneau sheetrock, le panneau du plafond et le mur du bâtiment. Même si cela paraît improbable, le résultat correspond aux preuves matérielles. On a obtenu comme une ligne droite, mais impossible de voir la partie entre la paroi intérieure de la cloison isolante et le mur du bâtiment. Par la suite, avec la sortie papier du schéma, j'ai vu que ça formait une ligne droite très nette. Une ligne droite qui mène directement à un des impacts de balles dans le revêtement aluminium du mur et qui remonte au stand de tir situé derrière le bâtiment de tir à air comprimé.
Plus exactement, au poste de tir où se trouvait Dan Smith. Mais curieusement, la trajectoire ne va pas jusqu'à la ligne de tir. Le laser indique une trajectoire qui se termine à plus de 10 mètres en avant de la ligne de tir. Lorsque Ken Buster fait son entrée dans l'enquête, son premier réflexe est d'inspecter le stand de tir pour voir si une balle aurait pu franchir tous les dispositifs de sécurité. Son rapport est accablant. Pour moi, c'était les pires conditions jamais observées sur un stand de tir. Il découvre des dizaines de failles dans le système de sécurité pouvant causer la mort de quelqu'un. Le merlon séparant le bâtiment du stand extérieur n'était pas à la hauteur standard, qui est de 6 mètres. Le merlon, derrière le bâtiment de tir à air comprimé, ne fait que 3,50 m de haut. Les pare-balles sont loin d'être aux normes. Les planches en bois auraient dû être renforcées au dos avec de l'acier ou du béton. Et quand on les regarde de plus près, on se rend compte qu'elles sont disjointes. Une balle peut facilement passer à travers les gros interstices. S'il n'y avait pas eu de pare-balles, ça aurait été la même chose. Buster a relevé de nombreux impacts de balles dans le mur du bâtiment. On peut voir que plusieurs impacts ont déjà été rebouchés. Pour moi qui fais du tir depuis longtemps et qui ne prend pas la sécurité à la légère, c'est grave. Ils savaient que des balles pouvaient passer au-delà du stand, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. L'étude de télémétrie laser révèle que le départ de la trajectoire de la balle se situe au beau milieu du stand de tir extérieur, bien en avant de la ligne de tir. Comment cela est-il possible ? Tout ceci est dû à une erreur monumentale. Les compétiteurs devaient tirer à plusieurs distances, d'abord de la ligne de tir à 25 mètres des cibles, puis en se rapprochant à 18 mètres, puis finalement à 13 mètres. L'étude de télémétrie laser révèle que la balle mortelle a été tirée de la ligne des 13 mètres. Toutes les règles de conception dans ce stand de tir permettant aux compétitions de s'y dérouler ont été enfreintes. Le schéma de l'architecture en 3D illustre clairement le problème. En tirant de la ligne des 13 mètres, les compétiteurs se trouvent devant le pare-balles anti-ricochet et le pare-balles arrière. L'ordinateur d'Irvine révèle également un autre fait terrifiant. De la ligne des 13 mètres, on peut voir le mur du bâtiment de tir à air comprimé. Si on le voit, on peut tirer dessus. Et tout projectile s'élevant au-delà du stand de tir va automatiquement frapper le bâtiment. L'étude de télémétrie laser révèle que la balle est passée sous le pare-balles avant, au-dessus du merlon, et est venue frapper le bâtiment. La trajectoire est vraiment étrange. Elle implique que la balle soit partie à la fois trop haut et trop sur la gauche, le tireur ayant raté la cible de plus de 1,5 m. C'est énorme. Comment un tireur confirmé peut-il manquer une cible à 1,5 m en tirant de la ligne des 13 mètres? Une partie de la réponse se trouve dans l'arme elle-même. Un examen approfondi de cette dernière révèle qu'elle a été modifiée. C'est comme prendre une voiture ordinaire et la transformer en hot rod. Avant une compétition, certains tireurs polissent des pièces de leur arme pour que la détente soit plus rapide. Avec une arme modifiée, la recharge et la détente sont si rapides que le compétiteur tire 2 coups au lieu d'un. Ce phénomène de deuxième coup intempestif peut se produire lors du recul de l'arme. Le recul est la force de retour produite par l'explosion qui repousse l'arme en arrière et vers le haut. Chaque type d'arme a un recul différent. Un calibre 45 crée un recul à la fois vers le haut et sur la gauche. Kirk Parks est chargé de recréer les événements sur son ordinateur grâce à une animation 3D. Sa société est spécialisée dans ce genre d'animation pour la police scientifique. Parks a enregistré sur vidéo des centaines de tirs au pistolet calibre 45, utilisant le même type d'armes et de munitions que dans l'affaire Collet. Il a utilisé cette vidéo pour créer une reproduction exacte du phénomène de recul sur l'animation 3D. On a filmé avec une perspective au-dessus de l'arme, puis sur le côté, puis devant. Ensuite, Parks crée une modélisation en mode fil de fer d'un tireur en action au cours d'une compétition, puis une animation des études de télémétrie laser réalisées par Irvine sur le stand de tir et la trajectoire de la balle. J'ai obtenu les résultats nécessaires pour recréer la trajectoire présumée de la balle, vers le haut et sur la gauche. Je ne peux pas affirmer à 100% que l'arme ait tiré un deuxième coup intempestif, mais les preuves semblent bien indiquer qu'un autre coup aurait été tiré au cours du recul.
Grâce à cette animation 3D pour la police scientifique, on a pu montrer ce qui est arrivé à Trécollet en cette matinée du 29 septembre 1991. Cette animation a prouvé que la balle a effectué une trajectoire incroyable qui dépasse l'entendement. Lorsque Trécollet entre dans le club de tir de Dallas ce 29 septembre 1991, la tragédie est déjà programmée. Elle attend son heure. À l'extérieur, juste derrière le bâtiment où sont utilisées les armes à air comprimé, Dan Smith, un des derniers compétiteurs de la journée, s'avance sur la ligne des 13 mètres. Il se trouve donc en avant du pare-balles arrière et du pare-balles anti-ricochet. Avec son arme modifiée, Smith vise la cible et appuie sur la détente. En une fraction de seconde, un deuxième coup part, durant le recul produit par le premier coup. C'est si rapide que le tireur ne s'en aperçoit même pas. La balle manque la cible, part vers le haut et sur la gauche. En trajectoire ascendante, elle passe sous le pare-balles avant et juste 7,5 cm au-dessus du merlon. Sa vitesse d'accélération est de 360 mètres secondes. La balle traverse le revêtement en alu du mur du petit entrepôt, passe à moins de 2 cm d'un balai et des canalisations, puis entre dans un bâtiment en traversant un deuxième mur. Puis, la balle fait quelque chose d'incroyable. Elle va frapper un panneau du plafond, mais pour une raison incompréhensible, ne traverse pas directement le plafond. Au lieu de cela, elle érafle le panneau du plafond sur plusieurs centimètres, puis change de direction dans un virage de 10 degrés et prend une trajectoire descendante. Sa vitesse ralentit jusqu'à 275 mètres secondes. La balle traverse un mur de plâtre et vient se loger dans le crâne de Trécollet. La famille Collet a porté plainte contre le club de tir et les personnes impliquées dans la compétition pour négligence. Le juge qui a présidé le procès a été impressionné par les preuves sur support visuel et informatique. Cela fait 6 ans et demi que j'occupe cette position. Et en termes de professionnalisme et d'efficacité, les preuves présentées lors de ce procès font partie des meilleures que j'ai jamais vues. Pour l'avocat des Collet, l'animation 3D et la modélisation informatique ont permis d'expliquer cette tragédie comme aucun autre élément ne l'aurait fait. Je n'aurais jamais pu avoir le résultat que j'ai eu sans ces éléments. L'animation 3D a également aidé Butch Collet à comprendre ce qui était arrivé à son fils, mais le père de Trey n'a toujours pas l'esprit en paix. Qu'est-ce qu'un esprit en paix, au juste? Il faut trouver la force de tenir jour après jour. Si certaines choses avaient été différentes, Trécollet serait toujours en vie aujourd'hui. D'abord le stand de tir. Ce ne serait pas arrivé parce que je n'aurais pas autorisé le déroulement de la compétition sur ce stand de tir en particulier. Ensuite, l'arme. Les compétiteurs ne savent probablement pas que leur arme peut tirer des coups intempestifs. Ils doivent être persuadés qu'elle fonctionne correctement. Puis la balle. Si le projectile avait été moins dur, il n'aurait pas fait autant de ricochets et sa vélocité aurait été moins élevée. Et si le tireur avait été sur la bonne ligne de tir, la balle se serait fichée dans un pare-balles ou serait passée au-dessus du bâtiment. Pourquoi cette balle mortelle a-t-elle changé de direction en frappant le panneau du plafond au lieu de le traverser directement comme elle l'a fait pour les murs en dur? Un projectile peut faire des choses incroyables et complètement inattendues. Butch Collet est toujours hanté par ces questions sans réponse. Aucune explication ne pourra jamais apaiser la douleur de ce père qui a réveillé son fils au petit matin pour l'accompagner un jour de septembre. J'aurais dû le laisser dormir. Les avocats de la famille Collet travaillent 2 ans pour étayer leur dossier. Lorsqu'ils s'estiment prêts, ils assignent 63 personnes à comparaître et fixent à 2,5 millions d'euros le montant des dommages et intérêts que devront verser aux parents de la victime
les responsables du stand de tir. Au terme du procès, comme la loi l'autorise, le juge propose aux deux parties de négocier le montant des dédommagements. Il est ramené à 2,3 millions d'euros. Les stands de tir extérieurs du club de Dallas sont par ailleurs fermés, avec l'obligation de mettre les autres bâtiments en conformité avec les normes de sécurité. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Je vous remercie bien sûr de l'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles histoires hors du commun.